D'accord, bien, merci Sabrina. Donc, merci à tout le monde de vous joindre à nous aujourd'hui. Bienvenue à cet atelier qui est organisé par le comité étudiant du groupe de recherche et d'intervention sur les adaptations sociales de l'enfance de l'Université de Sherbrooke, c'est-à-dire le GRISE. Donc, c'est une conférence dont le titre est L'importance du transfert des connaissances pour que vos recherches changent le monde, rien de moins. C'est une conférence qui a comme objectif de nous initier au transfert des connaissances. C'est une conférence qui vise d'abord à répondre aux besoins de la communauté étudiante de l'Université de Sherbrooke, mais on a décidé d'ouvrir la conférence, le public, au personnel professionnel, aux personnes issues du corps professoral, aux personnes de l'externe également, étant donné que c'est un sujet qui touche plusieurs personnes au-delà de simplement les étudiants et le personnel universitaire. Je pense qu'il y a même des membres de l'équipe Renard qui sont présents. Donc, on a le grand plaisir, on a même vraiment, je pense, un privilège d'accueillir Julie Lane, qui est professeure au département d'études en adaptation scolaire et sociale de la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke. La professeure Lane est spécialiste en transfert de connaissances et en implantation de programmes probants. Elle est également directrice du Centre RBC d'expertise universitaire en santé mentale et on va vous ajouter le site web, c'est pas déjà fait, du GRISE et du Centre RBC dans la conversation. Donc, je m'appelle Rémi Paré-Beauchemin, je suis étudiant à la maîtrise en psychoéducation et membre du comité étudiant du GRISE. Donc, je vais faire la co-animation avec ma collègue Sabrina Anissa El-Mansali et je vais la laisser s'introduire et poursuivre avec la suite. Merci Rémi. Alors moi, c'est Sabrina, je suis étudiante en 3e année de doctorat en psychoéducation. Je m'intéresse aux adolescents endeuillés et je suis professionnelle de recherche au centre RBC. Pour la suite de la rencontre, je donnerai juste quelques consignes pour que la conférence se passe bien. Donc, votre caméra sera ouverte si vous le désirez, vos micros fermés s'il vous plaît. Puis, pendant la conférence, je pense à Jolie. Vos micros seront désactivés pendant le temps de la conférence, mais seront réactivés pendant la période de discussion. La conférence durera environ 45 minutes, puis il y aura une période d'échange de 15 minutes. Julie, la parole est à toi. Bonjour tout le monde, c'est un plaisir d'être avec vous. Je vois plusieurs personnes que je connais aussi là, dans la salle. Merci d'être là. Merci de tout cœur à Rémi et Sabrina pour l'invitation. Je trouve que c'est une super belle initiative. Votre souci de vouloir outiller les personnes étudiantes à la maîtrise, au doctorat, au transfert des connaissances me rejoint beaucoup. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. Je vais partager mon écran. Vous allez me dire si tout fonctionne bien. On espère que la technologie va collaborer. Est-ce que ça fonctionne? C'est parfait. Oui. Donc, je souhaite vraiment qu'on puisse avoir une interaction. On aura une première interaction tout au long du premier 45 minutes via le chat. Donc, je vais vous poser des questions à certains moments. Merci de participer en répondant à mes questions là, via le chat. Mais on aura vraiment un 15-20 minutes à la fin d'interaction de vive voix là, où je vais arrêter le partage d'écran. Donc, je démarre avec vous avec les objectifs que je poursuis. Vous avez vu dans l'invitation, là, je veux vous partager ma passion pour le transfert des connaissances, l'importance du transfert des connaissances. On va parler des activités, des stratégies, des cadres de référence qui m'apparaissent les plus porteurs en transfert des connaissances. Je vais vous partager aussi la posture à privilégier lorsqu'on veut faire du transfert des connaissances. Puis, je vais terminer avec un partage d'outils de formation qui sont gratuites, accessibles à vous, puis qui constituent un peu mes coups de cœur que j'ai identifiés au fil des années.
j'ai une petite mise en garde. Hein. C'est quand même un atelier qui dure au total 1 heure. Donc, je ne ferai pas de vous des spécialistes en transfert des connaissances ou des personnes courtières de connaissances. C'est un atelier là, de sensibilisation. Mais si vous avez le goût d'aller plus loin, il y a un cours qu'on a élaboré, puis Rémi a déjà suivi ce cours-là pour les personnes étudiantes de doctorat, mais il avait réussi à se faire inscrire à la maîtrise, fait que c'est probablement possible via le Centre compétences Recherche Plus de l'Université de Sherbrooke. Donc, un cours de 3 crédits qui nous amène à aller beaucoup plus loin de ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Première question, merci d'être généreux dans le chat. Selon vous, de façon générale, est-ce que les résultats de recherche influencent les pratiques éducatives, les pratiques d'intervention, les décisions des décideurs, les politiques? Donc, je suis curieuse d'avoir vos perceptions dans le chat. Est-ce que nos rapports de recherche, est-ce que nos mémoires, nos thèses servent davantage de porte-poussière ou vraiment ils changent le monde? Donc, dans le chat, on vous dit oui, mais ça peut prendre plusieurs années en partie, probablement moins que souhaité, pas suffisamment, oui, idéalement, malheureusement peu. Oui, tout à fait. Si les conditions sont en place, exactement, François, mais ça peut prendre du temps, tout à fait. Je vous présente certains résultats de recherche qui mettent en évidence l'ampleur du problème. J'aurais pu faire une conférence d'1 heure juste sur vous présenter des résultats de recherche qui démontrent les enjeux. Du côté de la santé, puis là, je suis allée de résultats très fracassants. Aux États-Unis, une recherche démontre qu'un tiers des patients ne reçoivent pas les traitements réputés efficaces. 1/4 des patients qui reçoivent des traitements inutiles ou potentiellement néfastes. Des recherches nous démontrent que ça prend plus de 10 ans pour entraîner des changements pratiques appuyés par des résultats de recherche. Je vais du côté de l'éducation parce qu'on est dans un groupe de recherche en éducation. Une recherche a démontré auprès de plusieurs acteurs du milieu de l'éducation qu'ils utilisent en moyenne 1 ou 2 fois dans la dernière année des résultats de recherche. Donc, c'est vraiment très préoccupant. Et moi, c'est ce qui a été le moteur de mes dernières années. Quand j'ai fait ma maîtrise et mon doctorat, j'ai travaillé dans plusieurs recherches hyper pertinentes où on a travaillé très fort à générer des résultats de recherche qui sont restés davantage des porte-poussières et qui n'ont pas changé le monde à la hauteur de l'investissement qu'on avait pu y mettre, financier, mais humain, chaque professeurs-chercheurs, mais aussi toutes les personnes étudiantes comme moi qui étaient impliquées dans ces projets-là. Donc, autre question, qu'est-ce qui explique ça? Donc, quels sont les facteurs qui expliquent que les résultats de recherche influencent plus ou moins les actions, la santé de la population, les pratiques éducatives, les pratiques de gestion, les populations? Quelles sont les raisons? Quels sont les facteurs? Est-ce que c'est la faute du chercheur? Est-ce que des résultats, manque d'accessibilité, tout à fait, Élise. Des résultats mal compris, manque de diffusion, Evelyne, tout à fait. Des fois aussi, on a de la misère à se faire comprendre, comme dans notre jargon de chercheur, des résultats qui ne se rendent pas. Je me souviens que dans un cours qu'on avait donné à des personnes étudiantes au doctorat, quelqu'un en sciences m'avait dit les résultats sont accessibles via les articles scientifiques. Là, moi, j'avais dit est-ce que les articles scientifiques sont accessibles pour le commun des mortels et est-ce qu'ils sont compréhensibles? Non, pas vraiment. Donc, manque de diffusion, l'intérêt politique ou populiste, tout à fait, les canaux de communication qui ne sont peut-être pas les bons. Malheureusement, merci d'être si généreux dans le chat. Je ne peux pas reprendre l'ensemble de vos réponses, mais Rémi et Sabrina sauront là, me ramener peut-être certains éléments que j'aurais peut-être évacués. Oui, Jean-Patrice, ne rejoigne pas le public cible. Tout à fait. On va voir ça tantôt, toute l'importance de faire une analyse préalable du public qu'on souhaite viser.
Donc, c'est multifactoriel, comme bien des phénomènes. Il y a des facteurs qui viennent des connaissances, des utilisateurs, de nous comme chercheurs, des types de stratégies qu'on met de l'avant, mais aussi de la culture organisationnelle des milieux où on veut implanter les résultats de recherche. Au niveau des utilisateurs, l'ouverture, la réceptivité face à la recherche, on l'a vu pendant la pandémie, hein, on peut se poser des grandes questions sur est-ce que pour la majorité des gens, on voit la pertinence des résultats de recherche. Pour certaines personnes, c'est des trucs ésotériques un peu déconnectés du terrain. Certaines personnes ne voient pas l'utilité de la recherche, ne voient pas l'arrimage aux besoins, puis des fois, ces personnes-là ont raison parce que certaines recherches n'ont pas été réfléchies pour être arrimées. Les gens sur le terrain, les utilisateurs, la population, des fois, n'ont pas les habiletés pour identifier les résultats de recherche, les interpréter, et s'en inspirer pour changer leur façon de faire. Du côté des connaissances, des résultats de recherche en eux-mêmes, bien, il y a aussi des enjeux au niveau des fois, ce n'est pas applicable. Hein? On doit faire une culbute à certains résultats de recherche pour les rendre plus évocateurs, pour faire ressortir l'implication concrète pour la pratique, pour des comportements ou des décisions à prendre. Des fois, on est loin de ça dans notre façon de formuler nos résultats de recherche. Des fois, l'information est tout simplement pas accessible. Il y a un mouvement de plus en plus grand pour rendre accessibles les résultats de recherche, les transformer en différentes sortes d'outils. On va le voir tantôt là, pour que les gens puissent les utiliser, mais vous-même qui êtes à la maîtrise ou au doctorat ou au postdoctorat, vous pouvez confirmer que parfois on lit certains articles scientifiques et on ne comprend pas grand-chose. L'angle de rédaction, des fois, est hermétique. Il y a aussi le délai de production des résultats de recherche. On peut avoir des milieux de pratique qui nous interpellent pour dire ou des décideurs, j'ai besoin d'une recherche en lien avec cette question-là. Puis là, le temps qu'on va faire notre demande de financement, qu'on va aller chercher notre financement, qu'on va aller chercher notre approbation éthique, et tout ça, bien, on est rendu 1 année et demie plus tard, puis le décideur ou le milieu de pratique dit, bien, j'ai déjà trouvé une solution à mon problème, tes résultats de recherche arrivent trop loin. Il y a aussi quelque chose dans la culture organisationnelle. Est-ce que les milieux de pratique, les écoles, le réseau de l'éducation, les usines, les différents milieux valorisent l'importance de mettre à jour constamment les façons de faire avec les nouvelles découvertes scientifiques? Est-ce que les ministères réalisent l'importance de mettre à jour leur politique à l'aide des résultats de recherche, d'appuyer leurs décisions à l'aide de résultats de recherche? Je termine présentement une recherche où je me suis intéressée pendant la pandémie. Les équipes qui ont conseillé le ministère à prendre des décisions en lien avec cette pandémie, de quelle façon ces équipes-là ont travaillé. Il y avait vraiment un changement de culture à opérer dans l'utilisation de se laisser influencer par les résultats de recherche mis de l'avant par ces équipes-là. Un leadership fort d'une direction qui croit à l'importance de la recherche, c'est aussi très facilitant. Donc, toute l'importance de sensibiliser les hauts dirigeants des milieux avec lesquels on travaille, d'avoir une vision commune des résultats qu'on souhaite atteindre par des changements pratiques inspirés par des résultats de recherche. Puis, idéalement, que les milieux aient des ressources dédiées à faire du transfert de connaissances. De plus en plus, on voit des équipes de courtiers de connaissances, des gens qui ont fait une maîtrise, un doc, puis qui se sont spécialisés en transfert des connaissances. Il y a de plus en plus, j'en parlerai tantôt, de formation pour être outillés à faire ça. Ben, on en voit de plus en plus là, des infrastructures de transfert des connaissances, des équipes dans le réseau de la santé, dans le réseau de l'éducation, en industrie. Puis moi, je m'intéresse à ça comme chercheur. J'évalue des infrastructures de transfert des connaissances. Il y a les caractéristiques aussi des activités qu'on met de l'avant. Souvent, les gens sont à l'affût des modes. Oh, balado-diffusion, la nouvelle mode. On va diffuser nos résultats de recherche avec cette nouvelle modalité. Les gens font ça pour bien faire, mais des fois,
Ce n'est pas nécessairement les activités qui sont les plus efficaces, elles sont utilisées comme unique stratégie, on va le voir tantôt. Fait qu'il y a quelque chose dans le choix des activités qu'on met de l'avant, il y a quelque chose dans les processus qu'on met de l'avant pour élaborer nos activités de transfert des connaissances. Puis il y a quelque chose aussi dans la façon dont on formule nos recommandations dans nos outils de transfert des connaissances. Est-ce qu'on est suffisamment évocateur dans nos propositions pour les milieux de pratique, pour la population, sur concrètement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour s'inspirer davantage de ces nouveaux résultats de recherche-là? Puis comme je le disais tantôt, on sous-utilise des personnes dédiées au transfert des connaissances qui peuvent accompagner des gens à s'approprier des nouvelles façons de faire inspirées par des résultats de recherche. Il y a aussi l'autre facteur qui est les chercheurs. Comme personne, professeur, chercheur, on n'a pas été formé nécessairement dans notre parcours universitaire à faire du transfert des connaissances. Donc, on est parfois pas outillé pour le faire, puis même, je dirais même, on est parfois notre pire ennemi. On a été formé à adopter une posture d'expertise, puis je vais revenir tantôt, très loin d'une posture d'accompagnement qui est beaucoup mieux si on veut accompagner des gens à changer leur pratique. Fait qu'il y a vraiment quelque chose à revoir dans la formation des professeurs-chercheurs de demain. Puis il y a quelque chose à revoir aussi dans le milieu universitaire sur la reconnaissance et la valeur qu'on accorde aux activités de transfert de connaissances qui sont déployées par les personnes professeurs-chercheurs dans leur CV. De plus en plus, c'est de plus en plus reconnu, même par des organismes subventionnaires. Il y a plusieurs années, quand on faisait une demande de financement, on avait un witty-winny paragraphe à écrire sur notre stratégie de transfert de connaissances, 2 colloques scientifiques, 3 articles scientifiques, ça passait haut la main. Aujourd'hui, ça ne passe pas du tout. Les organismes subventionnaires sont vraiment beaucoup plus exigeants. Ils veulent avoir un plan de transfert des connaissances qui inclut une stratégie intégrée de transfert des connaissances qui implique de multiples activités dont certaines sont réputées efficaces. On va y venir très bientôt. Comment nommer et définir le transfert des connaissances? Je vais rapidement là-dessus, juste pour camper un peu le concept qu'on utilise aujourd'hui. Simplement dire qu'il y a plus de 100 concepts pour référer à ce phénomène, ce concept de transfert des connaissances. Mais j'utilise transfert des connaissances parce que c'est le plus courant dans le domaine. Puis parce que je trouve que des fois, on passe plus de temps entre chercheurs à s'ostiner sur ça devrait être mobilisation, non, ça devrait être appropriation des connaissances. Donc, moi, j'utilise ce terme-là. Puis il est défini comme un processus qui implique des connaissances produites par des recherches, mais des connaissances aussi produites par le savoir d'expérience que vous avez, que les praticiens ont, que les décideurs ont, puis ces processus-là impliquent que les connaissances, on les adapte à différents publics pour favoriser leur diffusion, ou le partage ou l'appropriation. Je vais revenir sur ces 3 concepts-là, diffusion, partage ou appropriation. Je fais un petit clin d'œil à un autre concept qu'on connaît peu au Québec, mais qu'on gagne à s'inspirer. C'est la science d'implantation. Dans d'autres pays, on en parle beaucoup plus. Au Québec, ça commence à émerger. C'est vraiment la science qui nous permet de développer, de tester des méthodes pour, lorsqu'une innovation ou un programme démontre des effets positifs, qu'on puisse le mettre à l'échelle, l'étendre à d'autres milieux, mais surtout aussi qu'on puisse pérenniser ces innovations-là et ces programmes-là. Donc, cette science-là, puis une revue dédiée à ça, l'Implementation Science, je vous invite à aller lire. Il y a plein de cadres de référence utiles pour les personnes comme vous qui souhaitent changer le monde, contribuer à un monde meilleur en allant injecter des résultats de recherche et du savoir d'expérience. Je vais vous revenir tantôt avec un des cadres qui est au cœur de plusieurs de mes projets.
Selon vous, nommez-moi des activités ou des stratégies qui sont plus efficaces pour changer des pratiques éducatives, des pratiques cliniques, des décisions, des politiques pour influencer le bien-être, la santé de la population. Des articles scientifiques, des conférences comme celle que je vous donne aujourd'hui, des formations. Avez-vous des idées? Je vous invite à les déposer dans le chat. Quelles sont les activités qui, selon vous, sont les plus efficaces lorsqu'on veut, à partir de résultats de recherche, influencer des pratiques, des actions, des décisions, des politiques? Personne n'ose se mouiller? Ou c'est moi qui les vois plus? Je ne voyais pas le chat. Oui, Julie, il y a plusieurs réponses. Il y en a qui Non, parlent non, c'est ça, je n'étais pas à la bonne place. Maintenant, il y a de plus en plus d'outils. Impliquer les publics cibles dans la recherche dès le début. S'intéresser à ce que les personnes font, à leurs besoins et priorités. Formation interactive, ça dépend de l'objectif du public. Vraiment, on dirait que vous avez déjà suivi ce que je vais vous présenter. Gestion du changement, planifié, accompagnement individuel. Exactement. Fait que je vous amène d'abord vers cette typologie, un regroupement de toutes les activités de transfert des connaissances selon 3 grandes catégories. Activité de diffusion vraiment unidirectionnelle, plus passive, activité de partage un peu plus interactive, activité d'appropriation où on va beaucoup plus loin, on accompagne l'appropriation de résultats de recherche ou de bonnes pratiques. Vous avez ici un large éventail, toujours selon cette typologie-là, de différentes activités qui existent dans chacune de ces catégories-là. La recherche, puis c'est vraiment des résultats de recherche qui sont assez récents. C'est vraiment dans les 10 dernières années qu'on a été capable de démontrer que quand on fait seulement de la diffusion, c'est un coup d'épée dans l'eau. Si on utilise juste des activités de diffusion, on ne change pas vraiment le monde. On n'influence pas grand-chose. Fait que si vous vous inspirez seulement des activités qui sont dans la catégorie de gauche, bulletins d'information, articles scientifiques, donc des activités qui sont plus unidirectionnelles, vous avez peu de chances d'entraîner des retombées. Vous pouvez les utiliser, ces activités-là, mais dans une stratégie intégrée de transfert des connaissances, où vous allez utiliser d'autres types d'activités, dont certaines qui sont plus puissantes pour entraîner des changements. Donc, on a des stratégies de partage qui sont un petit peu plus interactives, qui sont plus efficaces que les activités de diffusion, dissémination, mais encore plus puissantes. On a vraiment toutes les activités d'appropriation et d'implantation. Alors, on a là le rôle du courtier de connaissances, le superviseur clinique, le coaching sur le terrain, la formation qui n'est pas unidirectionnelle et magistrale, une formation qui est orientée vers le développement des connaissances, inspirée des principes issus de la psychologie cognitive où on met les personnes apprenantes dans des situations concrètes à partir d'études de cas, de jeux de rôle, pour les aider à s'inspirer des nouvelles pratiques issues de la recherche pour influencer leur façon de faire. Puis j'attire votre attention sur la stratégie intégrée, une approche multi-activité. C'est vraiment vers là qu'on doit aller. Donc, quand on a des résultats de recherche, de réfléchir à une stratégie intégrée de transfert des connaissances en fonction des différents publics qu'on veut rejoindre, aller sélectionner différentes activités en lien avec cette typologie-là en fonction des objectifs que vous poursuivez. Si vos objectifs sont de sensibiliser, simplement faire connaître, bien, vous êtes très légitimé d'utiliser des activités davantage de diffusion, de dissémination. Mais si vous êtes ici aujourd'hui, si vous avez un intérêt que vos résultats de recherche influencent concrètement des pratiques, des politiques, là, vous gagnez à vous inspirer d'activités qui sont davantage dans la dernière colonne de droite.
Je vous donne un exemple d'un gros projet que j'ai piloté dans mon ancienne vie où j'étais gestionnaire dans le réseau de la santé et des services sociaux. Un projet qui visait à implanter les bonnes pratiques en prévention du suicide. Donc, un peu comme plusieurs personnes l'ont nommé dans le chat, là, on a commencé par une vaste consultation des acteurs pour avoir une idée des besoins, la réalité de la pratique sur le terrain. On a regardé les résultats de recherche qui existaient dans le monde qui pointaient des façons d'intervenir, d'estimer la dangerosité de la personne suicidaire qui était réputée plus efficace. Et tout ça nous a permis de d'abord mettre sur pied un comité de suivi, composé des représentants des parties prenantes, puis on a élaboré des guides de pratique qui sont devenus des orientations ministérielles, un guide pour les intervenants, un guide pour les gestionnaires formulé de façon très concrète, évocatrice, avec des mots en bouche qu'on proposait aux intervenants puis qui pouvaient moduler avec leur jugement clinique. Puis, on a monté une formation avec les acteurs des centres de prévention du suicide du Québec, inspiré du guide pour les intervenants à la fine pointe des stratégies de transfert des apprentissages. Puis, on a monté aussi un atelier pour les gestionnaires en lien avec le guide pour les gestionnaires. Et on a parcouru le Québec pour animer des journées complètes d'ateliers auprès des gestionnaires du réseau de la santé et des services sociaux, du milieu communautaire, pour les sensibiliser aux pratiques de gestion qu'ils devaient mettre en place en prévention du suicide, puis les amener à élaborer un plan d'action concerté en prévention du suicide. Et tout ça a permis de former des milliers d'intervenants au Québec, de contribuer à instaurer un langage commun, puis d'avoir des gestionnaires qui pouvaient les soutenir, ces intervenants-là, dans l'implantation des bonnes pratiques en prévention du suicide. Je vous interpelle une autre fois à l'aide d'un cas très loin de nous, mais en même temps, qui va nous permettre de faire des liens. Donc, j'ai un exemple ici inspiré de faits vécus dans certains pays que je nommerai pas. Vous connaissez la malaria, qui est une maladie qu'on voit davantage en Afrique. On a ici un exemple classique d'une campagne nationale de distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Un moustiquaire qu'on met là par-dessus le lit la nuit pour ne pas se faire piquer par les moustiques, pour ne pas attraper la malaria. Ces moustiquaires-là, qu'on appelle des mildas, sont le fruit de multiples résultats de recherche là, dans le domaine. Et là, on a ici une campagne soutenue massivement par un gouvernement X d'un pays, l'Organisation mondiale de la santé, des ONG, puis une campagne qui repose sur des stratégies de sensibilisation, des médias, des messages dans les médias, des balados que les gens peuvent écouter sur leur téléphone intelligent, des messages dans les journaux, puis une distribution des mildas sur le terrain. Les évaluations d'une telle campagne ont démontré dans plusieurs pays que certaines familles n'ont pas été rejointes, certaines familles qui ont reçu leurs moustiquaires ne les utilisent pas de la bonne façon. Certaines familles les utilisaient comme filet à pêche, par exemple. Qu'est-ce qui explique ces échecs-là, selon vous? Je vous invite à utiliser le chat encore une fois. Pas d'accompagnement. Oui, exactement. Acceptabilité de la population, leur avis. Oui, tout à fait. Mauvaise connaissance du public cible, mauvaise compréhension des besoins. Exactement. Fait que vous êtes encore une fois à la bonne place. Donc, tu sais, les gens qui portent ces campagnes-là sont bien intentionnés, mais malheureusement, ils ne connaissent pas tout cet univers du transfert des connaissances de la science d'implantation. Fait qu'on peut se demander, est-ce qu'il était au clair avec l'objectif qu'il voulait viser? Est-ce qu'il voulait seulement sensibiliser ou voulait vraiment favoriser l'utilisation quotidienne de ces moustiquaires-là par chaque membre de la famille? Ce qui explique cet échec-là, c'est comme vous l'avez nommé, il n'y a pas eu de démarche préalable d'analyse des besoins et du contexte. Les familles utilisent présentement, est-ce qu'elles utilisent les mildas? Comment? Quels sont les freins, les facilitants?
une bonne connaissance de ça permet de bien réfléchir une stratégie intégrée de transfert des connaissances. Malheureusement, dans le cas qu'on a vu, on avait des activités beaucoup plus unidirectionnelles. On n'avait pas un humain qui parle à un humain. Fait qu'on gagne, comme vous le dites, d'avoir des gens sur le terrain qui ont une crédibilité auprès des populations, avec qui on peut travailler étroitement pour qu'ils nous aident à aller faire le portrait des besoins dans un premier temps, mais éventuellement être des relayeurs, des accompagnateurs, faire le tour des familles, leur montrer comment utiliser les moustiquaires, faire un suivi, un monitoring de tout ça. Au-delà des activités de transfert des connaissances, on peut se demander quel cadre de référence, quel processus privilégié. Puis là, il y a de plus en plus de modèles de cadres. Puis moi, je vous parle d'un cadre de référence qui est mon coup de cœur. Donc, c'est le Knowledge to Action. C'est un des plus populaires. Il est au cœur de l'Organisation mondiale de la santé. Je viens de finaliser avec des personnes de mon équipe une nouvelle collection de guides qui vont être sur le site du ministère de la Santé et des Services sociaux très bientôt, puis qui visent à outiller les gens qui souhaitent implanter des pratiques prometteuses inspirées de résultats de recherche dans le réseau de la santé et des services sociaux. Puis au cœur de ces guides-là, on a vraiment ce modèle-là. Fait que c'est vraiment un modèle qui, je vous explique très brièvement, mais vous aurez accès au diaporama, va dans le même sens de ce que vous avez nommé dans le chat. Tout d'abord, d'être au clair avec les connaissances là, qu'on veut transférer, les résultats de recherche, le savoir d'expérience, de faire le point à ce niveau-là, lesquels existent et tout ça, mais toute l'importance de faire une analyse des besoins, une analyse du contexte, pour bien être au clair avec quel public on veut rejoindre pour par la suite identifier les bonnes activités, développer sa stratégie intégrée. Puis en réfléchissant tout ça ici aussi de voir qu'est-ce qui peut faciliter ou freiner ce vaste changement de pratique. Il existe des outils qui nous permettent, dans le cadre de référence de Dame Schrader, d'avoir vraiment un portrait de tous ces facteurs qui peuvent faciliter ou freiner l'implantation. Mais ce cadre-là là, nous invite vraiment par la suite, comme vous l'avez nommé, à accompagner l'implantation de ce changement de pratique sur le terrain, à monitorer ce changement de pratique-là. Idéalement, si on va aller plus loin, même à évaluer. Donc, d'aller au bout de la boucle pour évaluer, pérenniser les changements. Fait que ce cadre de référence-là, si vous avez entendu parler de notre programme hors piste qui vise la prévention de l'anxiété au Centre RBC, il a été élaboré à partir de ce cadre-là. Donc, on a débuté avec une analyse des besoins, des contextes des écoles, des politiques sur lesquelles on pouvait trouver de l'emprise. Puis, on a implanté dans les premières écoles avec qui on a co-construit le programme, on a évalué, on a réajusté, on a fait des boucles, on a fait ce cycle-là 5 fois. On est à la version 5.0. Donc, c'est un cycle qu'on peut refaire plusieurs fois quand on met à l'échelle à plusieurs écoles. Donc, en septembre prochain, on va avoir 100 écoles secondaires qui vont implanter. Et le fait de s'être approché de ce cadre-là pour élaborer ce programme, bien, nous a permis aussi de faire des actions politiques et stratégiques qui font que ce programme-là est au cœur maintenant d'orientation ministérielle, le nouveau plan d'action interministériel en santé mentale, l'action 4.3, c'est vraiment implanter le programme hors piste. Ce cadre-là est aussi au cœur d'un projet que je soutiens depuis des années, qui est la nouvelle stratégie numérique en prévention du suicide. Donc, suicide.ca, si vous ne connaissez pas, je vous invite à en faire la promotion. Puis l'application Mes outils. Un article va sortir très bientôt dans la revue Santé mentale Québec où je décris ce processus-là, puis chacune des étapes qu'on a mis en place, chacune des actions à chacune des étapes pour en arriver à faire en sorte qu'on mette en place les conditions optimales pour qu'une innovation inspirée de résultats de recherche puisse être adoptée, pérennisée, mise à l'échelle à la grandeur du Québec.
quelques mots sur la planification du transfert des connaissances, toute l'importance d'avoir un plan de transfert des connaissances. Fait que je vous présente ici très rapidement un outil que vous pourriez utiliser lorsque vous avez des résultats de recherche que vous souhaitez transférer. Donc, toute l'importance, puis ça rejoint vraiment ce que vous avez nommé dans le chat. Quoi transférer? Être au clair avec le message. Des fois, on a notre mémoire, notre thèse, mais on n'est pas au clair avec ce qu'on souhaite extraire de ça, puis partager. On n'est pas au clair. Fait que toute l'importance de préciser nos messages et à qui, quel public. Des fois, on peut avoir plusieurs publics qui peuvent nous amener à plusieurs activités différentes de transfert des connaissances. Quels objectifs on vise? Diffuser, partager, favoriser l'appropriation. Il faut être au clair avec ça. Qui devrait transférer? Quel est le messager le plus crédible? Des fois, comme professeur-chercheur, on n'est peut-être pas la personne la plus crédible dans un milieu donné pour entraîner des changements pratiques. Fait qu'il faut mettre notre ego de côté pour identifier puis soutenir une autre personne qui va le faire à notre place. Puis comment? Quel processus? Quelles activités? Quel effet souhaité? C'est encore une coche de plus, mais qui nous amène aussi peut-être à identifier des stratégies pour évaluer, puis comment placer ça dans le temps, là, quel moment et quelles ressources. Souvent, quand on fait de la recherche, on oublie de budgéter les ressources financières puis de prévoir les ressources humaines pour tout ce volet transfert des connaissances. Fait qu'on arrive à la fin de la recherche, puis finalement, il reste juste de l'argent pour faire le rapport de recherche. Fait que toute l'importance de planifier ce volet financier. Vous aurez dans le diaporama cet outil élaboré par l'Institut national de santé publique qui permet de reprendre les grandes questions, puis d'entrer ça dans un outil de 2 pages qui permet vraiment de répondre à chacune des questions qu'on vient d'explorer. Je ne peux pas passer sous silence, j'en ai parlé un petit peu sur la posture à privilégier. La majorité des personnes qui êtes présentes aujourd'hui, vous êtes des personnes professeurs-chercheurs ou des personnes à la maîtrise ou au doctorat ou qui avaient fait une maîtrise ou un doctorat où on vous a formé à adopter une posture d'expert qui est très valorisée en milieu universitaire. Mais quand on veut faire des travaux avec les milieux de pratique puis qu'on veut accompagner la population ou des intervenants, des décideurs à s'inspirer de résultats de recherche puis à changer leur façon de faire. C'est toute l'importance d'être dans une posture d'accompagnement qui implique une posture de facilitateur, une posture d'humilité qui est très loin de la posture d'expert. Et d'adopter la posture d'expertise avec parcimonie. Donc, pour créer l'ouverture des personnes avec qui on travaille, puis qu'on veut accompagner à modifier leur façon de faire. J'ai des collègues professeurs-chercheurs avec qui je travaille qui s'insurgent parce qu'ils travaillent avec des milieux de pratique, puis ils vont me dire, ça fait des années, je leur dis, ils ne font pas ça correctement, ils devraient utiliser telle approche qui est réputée efficace. Puis là, moi, j'essaie subtilement d'accompagner ces collègues-là à est-ce que ton approche est la plus optimale pour créer un état d'ouverture des personnes avec qui tu travailles? Fait que je trouve que malheureusement, on n'est peut-être pas assez formé à cette importance d'adopter cette posture-là quand on travaille avec les milieux de pratique, puis quand on fait un doctorat, puis qu'on aspire à devenir professeur-chercheur. Je pense qu'on gagne à être sensibilisé à ça. Puis c'est pas évident d'adopter cette posture-là. Puis je dis pas que je suis une spécialiste là-dedans. Puis c'est pas évident. En université, on est invité à adopter la posture d'expertise. Fait qu'on doit avoir une double posture. Puis ce qui n'est pas évident. Mais je dis souvent à mes collègues qui ne sont pas à l'aise, bien, vous pouvez collaborer avec des personnes qui vont jouer ce rôle-là avec vous. Vous avez souvent des personnes coordonnatrices dans vos labos, dans vos centres de recherche qui ont cette sensibilité-là peut-être plus naturelle à collaborer avec les milieux de pratique, qui jouent sans avoir l'étiquette un rôle de courtier de connaissances. Fait que je me permets de vous partager ce rôle qui est en émergence particulièrement dans les 10 dernières années. Donc, des gens qui souvent apprennent un peu sur le tas, mais de plus en plus, il y a de la formation là-dessus,
qui joue un rôle d'intermédiaire, de traducteur entre le monde de la recherche, le monde du terrain, d'agent de liaison. Je suis convaincue qu'il y a des gens qui jouent ce rôle-là présentement, mais qui ne savaient pas qu'ils jouaient un rôle de courtier. Donc, il favorise un rapprochement entre ce monde de la pratique puis le monde de la recherche. On dénonce souvent un fossé entre les deux. Les courtiers de connaissances permettent de vraiment faire en sorte que ce fossé-là, on puisse le diminuer. Ce n'est pas un expert de contenu, c'est davantage un expert de processus qui a souvent plein de compétences. On a ici un survol des compétences du courtier qu'il gagne à développer, donc un facilitateur, un coordonnateur de projet, quelqu'un qui renforce les compétences des acteurs, qui développe des outils de transfert des connaissances, qui développe, qui maintient, qui anime des réseaux, qui soutient le partage d'informations entre différents acteurs, qui implique les acteurs névralgiques. Fait que vous voyez un peu l'ampleur des compétences que le courtier peut développer ou qu'une équipe de courtiers de connaissances peuvent avoir en complémentarité. Certaines personnes peuvent avoir certaines compétences, d'autres, mais l'équipe peut vraiment accompagner une équipe de chercheurs à faire en sorte que les résultats puissent influencer les pratiques, les politiques, les décisions. Je termine avec un partage d'outils et de formations, puis après, je vous donne la parole pour les questions, vos réactions, vos questions. Donc, c'est vraiment des coups de cœur que je vous partage. On a au Québec un outil sous-utilisé, René pourra en témoigner, la trousse SACO, qui a été développée par des équipes de chercheurs de l'UQAM. C'est une trousse sous-utilisée, très riche en informations. Vous aurez des hyperliens qui présentent une panoplie d'activités de transfert des connaissances. Et pour chacune d'elles, quel est le coût de mettre ça en place, cette activité-là? Est-ce qu'elle est réputée efficace? Concrètement, ça l'implique quoi? Donc, c'est vraiment une mine d'informations. Avec nos collègues de l'équipe Renard en transfert des connaissances, sous la direction de Christian Dagenet de l'Université de Montréal, on a développé des formations en ligne ouvertes à tous sur le transfert des connaissances, donc plusieurs modules, dont un sur le courtage de connaissances qui va sortir bientôt. C'est gratuit, donc vous avez accès à tout ça gratuitement. Mélanie Barwick a développé également de super outils sur son site et je vous parlais tantôt d'une nouvelle collection de guides qui vont sortir bientôt, qu'on a développé à la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux à partir du modèle Knowledge to Action pour chacune des étapes, concrètement ce que vous gagnez à mettre en place pour développer une innovation, un programme appuyé sur des résultats de recherche, sur du savoir d'expérience, mais que vous souhaitez qu'il puisse avoir un impact, des retombées concrètes et peut-être même être implanté dans plusieurs milieux, mais surtout pérennisé. Donc, vous aurez accès à ces outils-là bientôt. Fait que vous avez tous les liens de ces outils formation que je vous ai partagés. Puis, je vais être curieuse peut-être dans la discussion qu'on va avoir où je veux vous entendre sur vos réactions, vos questions. Mais si une petite chose que vous avez appris aujourd'hui, que vous anticipez peut-être réutiliser dans le cadre de votre travail, je vais être curieuse de vous entendre. Donc, voilà. Wow, je vais arrêter mon partage d'écran. Merci beaucoup, Julie. C'est tellement intéressant. Puis en tout cas, pour ma part, on voit clairement comment c'est juste la pointe de l'iceberg que tu nous as présenté aujourd'hui, mais qu'il y a toute une espèce de domaine de recherche en dessous de ça d'où l'importance des courtiers de connaissances, justement. Fait que là, ça va être davantage la forme d'une discussion, question. Vous pouvez poser les questions verbalement en levant la main. On va vous donner le droit de parole. Vous pouvez les poser aussi à travers le chat. Donc, on va faire un suivi du chat. Donc, la parole est à vous. Vous pouvez garder vos caméras ouvertes. Et si vous avez des questions, commentaires, répondre aussi à la petite interrogation de Julie par rapport à qu'est-ce que vous pensez réutiliser dans l'avenir. N'hésitez pas. C'est votre tour. Merci beaucoup pour votre générosité aussi dans les réponses, dans le chat. Là. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Je peux peut-être commencer. Apprentissage de Sylvain, me rappeler l'importance de l'humilité qui a aussi sa place en recherche. Un discours rarement entendu, rafraîchissant.
tout à fait. Mais effectivement, en milieu universitaire, on n'en parle pas de l'importance de cette humilité-là, au contraire. Puis, ben, on le voit quand on travaille avec des gens sur le terrain, d'arriver en se positionnant dans un rapport hiérarchique, en expert qui détient la vérité, c'est un frein total à amener des changements pratiques. J'irai peut-être avec une première question. Tout à l'heure, Julie, tu parlais de courtier, un courtier qui fait le pont entre la recherche puis le milieu. Il n'est pas censé être expert du contenu, il est plus expert du processus, si j'ai bien compris. Mais dans ce cas, est-ce que, mettons, c'est concrètement, le jour de la rencontre, le jour J, est-ce qu'il est quand même censé maîtriser un petit peu le contenu ou est-ce qu'il fait comme le lien, il est coordonnateur, c'est sûr qu'il gagne à s'imprégner un petit peu du contenu, mais son rôle va être davantage de mettre autour de la table des experts de contenu. Mais lui, vraiment, il va être expert de processus pour s'assurer que l'expert de contenu, quand il s'adresse aux gens sur le terrain, de demander de peut-être reformuler ou de rendre ça plus concret. Moi, j'ai été amenée à piloter vraiment des projets tout azimut dans toutes sortes de sujets, de la sécurité machine à l'arrêt tabagique, aux infections transmissibles sexuellement et par le sang. Puis à chaque fois, j'avais aucune expertise. En prévention du suicide, j'avais aucune expertise au début. Tranquillement, quand on pilote des projets d'envergure sur plusieurs années, on finit par développer une certaine expertise, mais le courtier n'a pas besoin d'être expert du contenu. Il va s'assurer qu'autour de la table, on puisse en avoir, mais il n'a pas besoin de l'avoir. Je suis interpellée dans le chat par Evelyne, qui est une professionnelle d'une unité d'évaluation des technologies des modes d'intervention, une UETMI qu'on rencontre souvent dans le réseau de la santé, qui a un noble rôle de soutenir les prises de décision des décideurs. Puis, votre commentaire de s'inspirer un petit peu plus des bonnes pratiques en transfert des connaissances dans votre domaine, c'est une réflexion qu'on porte au Québec depuis des années. Les équipes transfert de connaissances, les UETMI, travaillent en silo souvent, mais de plus en plus, une belle collaboration qui s'installe. Il y a des établissements là, qui favorisent vraiment, dès le début d'un projet d'évaluation des technologies, des modes d'intervention, de mettre des courtiers de connaissances dans l'équipe pour commencer à réfléchir à la stratégie de transfert des connaissances pour pouvoir accompagner le décideur. Une fois que vous remettez votre rapport au décideur, là, il y a besoin d'être accompagné pour s'inspirer de vos recommandations, puis concrètement se faire une tête sur s'il y a un changement de pratique à implanter. Fait que très, très pertinent, Evelyne. Je pense qu'on peut laisser la parole aussi à Nathalie Trottier qui a une question. Oui, bonjour. D'abord, je voudrais vous remercier. C'est super intéressant. Moi, je suis physiothérapeute, puis j'ai décidé de faire un doctorat justement parce que j'ai le goût de changer des choses. Mais comme je suis une vieille physiothérapeute, je ne connaissais pas ça, moi, toute cette science-là. Puis là, je la découvre parce que j'ai présenté mon premier séminaire. Bon, j'ai fait mon examen doctoral, puis on m'a vraiment posé beaucoup de questions sur ça. Mais je n'avais pas beaucoup de réponses. J'en avais parce que j'avais lu, mais là, je veux dire, c'est toute une science qu'il faut s'approprier. Hein? Mais ma question, c'est, lorsque je vais vouloir vraiment amorcer mon projet, comment est-ce qu'on rejoint ces courtiers des connaissances-là? Comment est-ce qu'on peut les trouver pour les impliquer dans le projet? C'est comme si je ne sais pas où aller chercher. Oui, puis comment vous dire que c'est une fonction qui est en émergence, un petit peu, je le nommais tantôt dans le réseau de la santé, dans le réseau de l'éducation. Il y a des gens qui jouent un rôle de courtier puis qui ne savent même pas, là, beaucoup de coordonnateurs de recherche. Puis pour en connaître certaines, il y en a autour de la table de l'écran présentement qui ont une sensibilité naturelle, puis ils s'inscrivent en cohérence avec les compétences que j'ai montrées tantôt. Fait que je ne saurais vous dire vers où vous dirigez, mais vous pouvez, vous, dans votre formation doctorale, aller suivre certaines formations. Là, je vous nommais, on en a monté une avec le Centre compétences recherche plus.
la prochaine formation va se donner là, à la fin de l'été. Fait que c'est vraiment 3 crédits pour vraiment là, vous donner le kit de départ là, pour vous sensibiliser. Puis par la suite, quand vous allez faire de la recherche, ben, c'est de vous approcher de gens qui ont ce même intérêt-là. Tranquillement, il va y avoir de plus en plus de monde qui vont être sensibilisés, se former. Ce que vous nommez, là, vous êtes au doctorat, puis vous découvrez qu'on ne vous a pas parlé de ça, ce constat-là, on est nombreux à le faire. Moi, j'ai fait mon doctorat, on ne m'avait jamais parlé de ça. Pourtant, j'étais en éducation, j'étais sensibilisée aux stratégies d'enseignement et inspirées de la psychologie cognitive qui sont plus efficaces dans le cadre de formation, mais on ne m'avait pas parlé de ça. Mais je pense qu'il y a une effervescence. Les MOOC gratuits en transfert des connaissances sont d'autres occasions. Puis, ben, quand vous serez rendu là, peut-être m'écrire, puis j'essaierai de voir si dans votre environnement, je connais quelqu'un qui peut donner un coup de main. Mais moi, je souhaite qu'il y ait au sein des universités des infrastructures de transfert des connaissances, des courtiers qui donnent un coup de main aux personnes professeurs, chercheurs pour les aider dans la rédaction de demandes de subventions dans cette section-là, puis aider, puis former les personnes en formation, en recherche comme vous, là. Fait que c'est mon rêve à suivre s'il s'actualisera dans les prochaines années. Merci, mais oui, j'avais eu entendu, mais j'avais pas d'idée comment ça avait pris de l'ampleur comme ça. Donc, oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Rémi, je pense que tu avais une question. Oui, bien, ça irait super bien, très brièvement, pour laisser la place aux autres questions, mais justement, pour faire du pouce avec ce qui vient juste d'être discuté, Julie, j'aurais été curieux de voir ta vision, mais tu l'as abordé un petit peu. Quel est le rôle, selon toi, de l'université vis-à-vis cette formation-là, ce développement de compétences-là en mobilisation de connaissances pour la relève en recherche des chercheurs, mais la relève aussi des futurs praticiens, étant donné que c'est vraiment une co-direction. Puis est-ce que, par exemple, intégrer un cours, est-ce que ça serait d'avoir développé un centre de service où est-ce qu'il y a accès comme une bibliothèque, mais une bibliothèque de courtier de connaissances? Avoir un peu ta vision pour l'avenir dans un peu tes rêves les plus fous. Oui. Bien, tu sais, on est dans un changement de paradigme là, sur l'importance que prend, puis, tu sais, j'ai des collègues, dont René Proulx, là, qui prendra la parole tantôt, là, qui s'intéresse au transfert des connaissances. Dans les 10 dernières années, on a vu l'effervescence. C'est un changement de paradigme en milieu universitaire où on valorisait pas ça du tout dans le CV des chercheurs. Publiés au plan scientifique dans des revues à fort impact et vous serez reconnus, tu sais. Mais il y a vraiment un changement. Moi, je pense, je dis souvent, si je suis ici à l'Université de Sherbrooke, c'est parce que l'université est ouverte à des profils complètement atypiques comme celui que je suis, tu sais. Je ne suis pas orientée à publier seulement au plan scientifique, au contraire. Fait qu'il y a un changement de l'ouverture de plus en plus. J'ose croire que dans la formation doctorale des différentes facultés, on va aller injecter des cours pour outiller et que ce soit davantage professionnalisant, ces formations doctorales-là, pour former à la posture, former au transfert des connaissances. Il y en a de plus en plus dans le monde, au Québec, on voit ça émerger, fait que j'ai confiance qu'on va aller vers ça, fait qu'il y a une responsabilité dans la formation des professeurs-chercheurs de demain. Puis une responsabilité peut-être d'en soutenir les professeurs-chercheurs d'aujourd'hui qui n'ont pas du tout été formés à ça, mais qu'on peut sensibiliser quand ils montent une demande de subvention. Il y a des services qui existent en milieu universitaire pour les soutenir. Si on met des courtiers de connaissances dans ces équipes-là, bien, on aide doucement ces professeurs-chercheurs à se préoccuper du transfert des connaissances. Génial. Merci beaucoup, Julie. Je donnerai la parole à Sylvain Paquette. Oui, bonjour. Merci, Julie, pour la communication. Tu nous as souligné toute l'importance de prévoir le volet du transfert des connaissances dès la demande de subvention. La question que je me pose, c'est y a-t-il une sorte de règle du pouce pour dire quelle proportion d'un budget, d'un projet de recherche on devrait attribuer à ce volet-là dès le départ, une estimation? Ça pourrait ressembler à quoi? C'est une question qui est très importante.
je dirais que ça dépend aussi des organismes subventionnaires. Tu sais, il y a des organismes subventionnaires qui vont baliser ça, là, qui un pourcentage maximal pour ces activités-là, ils vont le chiffrer. Mais si on a vraiment un projet de recherche où on souhaite avoir des impacts concrets, il faut prévoir, à mes yeux, au moins 30 à 40 du budget pour les activités de transfert des connaissances, au moins. Puis souvent, vous pouvez témoigner, là, tu sais, on fait de la recherche, on part avec une démence de développement de savoir, puis au final, on réutilise, on publie qu'une partie, tu sais, il y a toute une question à se poser sur l'ampleur de ce qu'on investit dans le développement de connaissances et de nuances qu'on réutilise jamais, tu sais, au lieu de en développer certaines, mais bien faire le transfert des connaissances par la suite, là. Il y a quelque chose à se poser à ce niveau-là. Merci Julie pour ta réponse. La parole est à Renée Proulx. Oui, merci beaucoup. Merci Julie pour ton toujours grand charisme pour nous ramener à l'essentiel. Écoute, il y a une idée qui m'est venue avec ta dernière intervention. Je me suis dit, les facultés de médecine, certaines ont des bureaux de la responsabilité sociale, mais je suis à me dire que peut-être l'université pourrait promouvoir sous l'angle de la responsabilité sociale l'investissement en application, en utilisation des connaissances, en promotion de cette utilisation des connaissances. C'est un petit commentaire. Écoute, Renée, tu sais, puis certaines personnes ici savent que moi, je ne voulais pas devenir professeur-chercheur. Je ne voyais pas que ça me permettrait de changer le monde. C'est vraiment l'université qui m'a approchée il y a environ 5 ans. Et c'est vraiment en regardant un petit peu le nouvel environnement de l'université à l'Université de Sherbrooke. Dans la planification stratégique, on positionne l'importance de la proximité avec les milieux de pratique. Le transfert des connaissances se retrouve. J'ai été étonnée. Je ne pensais pas que ça pouvait exister de mon vécu. Et depuis que je suis en poste depuis 3 ans et demi, si je fais un lien avec le commentaire de Frédéric Lévesque dans le chat sur la reconnaissance par les pairs et les exigences, je peux dire que dans les moments d'évaluation de mon dossier, mes pairs reconnaissent l'ampleur de ce que je peux faire avec les milieux de pratique. J'avais de l'inquiétude quand j'ai fait mes premières demandes au CRSH ou FRQSC. Est-ce que mon CV va être assez intéressant pour qu'on me subventionne? Et ça a fonctionné. Donc, je pense que les organismes subventionnaires sont ouverts à des profils de personnes chercheurs qui ne font pas seulement faire de la publication scientifique dans des revues scientifiques à haut impact et qui s'investissent beaucoup dans des activités avec la communauté, qui s'investissent dans une variété d'activités de transfert des connaissances. Donc, si vous faites partie de ces personnes qui font un doctorat puis qui se disent « Oh mon Dieu, non, j'ai pas le goût d'aller vers cette carrière-là, c'est pas pour moi », mettez pas un X là-dessus trop rapidement parce que moi, je peux vous dire que depuis 3 ans et demi, je suis sur mon X, je suis à la bonne place au bon moment avec les bonnes personnes, à actualiser la bonne mission professionnelle et je n'aurais jamais pensé ça de mon vivant. C'est pour ça que j'avais fait une croix sur ce chemin professionnel-là où j'avais vraiment l'impression qu'on demandait aux personnes professeurs, chercheurs d'aujourd'hui d'être dans leur bureau à faire de la recherche, à produire des résultats de recherche puis à les publier au plan scientifique. Ce n'est plus le cas. Je ne dis pas que c'est le cas de toutes les universités, de toutes les facultés, de tous les départements, mais je parle de ma réalité ici où c'est grandement valorisé. J'aurais eu une question, mais je pense que le temps est écoulé. C'était mon commentaire. J'avais une question après, mais je pourrais y revenir dans un autre cadre. J'avais convenu avec Sabrina Rémy qu'on pouvait, si certaines personnes étaient disponibles, ma prochaine réunion était à 1 heure, fait que moi, je peux continuer un petit peu. Merci, Jean-Patrice, pour les commentaires. Certaines personnes peuvent quitter. Je vais oser la poser, Oui. Julie, dans le mouvement, dans toute l'approche aussi à la participation citoyenne, à l'usager partenaire. Est-ce que dans la littérature puis le développement des expertises, on commence aussi à modifier un peu la posture du courtier de connaissances dans cette approche par et pour
avec le partenaire citoyen ou usager? Fait que oui, effectivement, dans ce mouvement-là, d'impliquer les futurs utilisateurs dans nos projets et tout ça, mais là, il y a cette idée d'impliquer les usagers, des jeunes. Donc, il y a ce mouvement-là où le courtier peut avoir un rôle important parce que des fois, on implique des usagers partenaires ou des jeunes parce que c'est une mode. Puis ces gens-là se retrouvent autour de la table, ne savent pas trop le rôle qu'ils peuvent jouer. Donc, d'avoir des personnes qui les accompagnent à jouer ce rôle-là et qui sensibilisent les personnes professeurs-chercheurs à comment bien les impliquer, à ne pas les instrumentaliser parce que c'est une mode. Fait que de plus en plus, c'est intéressant ce que tu amènes, René. On ne l'a pas vu dans les compétences là, que j'ai nommées tantôt, mais probablement que les écrits sur le courtage de connaissances vont ajouter ça dans les prochaines années. Très pertinente question. Je pense aussi avec les communautés qui sont très par et pour, là, ça nous amène à voir aussi comment on va l'aborder, me semble-t-il, avec les personnes. Merci. Tout à fait. Merci beaucoup pour la richesse des échanges. C'était un plaisir d'être avec vous ce midi. En cette semaine de fou, j'étais complètement brûlée, puis je me disais comment je vais faire pour trouver l'énergie, mais vous avez su, dès les premières réponses à mes questions dans le chat, me réénergiser. Merci beaucoup.